Mais où diable sommes-nous censés vivre, maman? Tu étais HCS en train de jeter la chair de ta chair à la rue pour une bande d'inconnus? La voix de Nicolas s'est brisée alors qu'il se tenait sur la pelouse impeccablement tondue de notre pavillon de banlieue. Son visage affichait une nuance de pourpre que je n'avais pas vue depuis ses années de rugby au lycée. Les voisins commencèrent les pieds à travers leur store, attirés par le spectacle qui se jouait dans notre impasse tranquille. Sandrine se tenait derrière lui, serrant son sac de créateur comme un bouclier, ses yeux faisant la navette frénétiquement entre le panneau vendu et le camion de déménagement qui tournait déjà au ralenti au bord du trottoir. Nicolas, baisse d'un ton, ai-je dit, mes mains restant stable alors que je serrais mon bol de café. Ce n'est pas une pièce de théâtre et les voisins ont déjà bien assez de sujets de commérage comme ça. Tu l'as vendu sans dire un mot. Nous avions des projets, Evelyne. Nous devions installer mes beaux-parents ici le mois prochain. Nous avons déjà donné notre préavis pour notre appartement. Nous n'avons plus de bail, plus de solution de repli, rien. A hurlé Sandrine, sa voix atteignant une fréquence qui a fait siffler mes oreilles. Elle s'est avancée, ses talons s'enfonçant dans la pelouse que j'avais passé des années à entretenir. Tu as 67 ans. Tu ne peux pas prendre des décisions unilatérales comme celle-ci. Tu n'es manifestement plus dans ton état normal. Je les ai regardés, je les ai vraiment regardés. Pendant 6 mois, ils avaient vécu sous mon toit, mangeant ma nourriture, consommant mon électricité et chuchotant dans l'ombre sur la façon de me gérer. Ils pensaient que j'étais la veuve vieillissante fragile qui ne pouvait plus monter les escaliers. Ils pensaient être les architectes de mes dernières années. La signature chez le notaire a eu lieu il y a 1 heure, ai-je dit, d'une voix froide et claire. La décision de vendre n'était pas venue d'un sentiment de malveillance. Elle était venue d'un instinct de survie. Tout avait commencé il y a 3 semaines. Par un mardi pluvieux qui ressemblait à tous les autres. J'étais rentré plus tôt de mon service à la bibliothèque municipale à cause d'une migraine persistante. Je suis entré par la buanderie, silencieuse comme une souris, et je les ai entendus. Ils étaient dans le cellier. Le bruit du sèche-linge couvrait presque le ton nasal et tranchant de Sandrine. Le médecin a dit que ces tests cognitifs n'étaient pas concluants, Nicolas. C'est tout le levier dont nous avons besoin. Si nous pouvons trouver un avocat compréhensif pour faire signer un mandat de protection future, nous pourrons mettre cette maison en vente d'ici juillet. Nous avons besoin de ces 450 000 € pour éponger les dettes de ton investissement raté dans la tech. Nous ne pouvons pas continuer à vivre dans cette aile d'invités exigus pendant qu'elle déambule dans la suite parentale comme une reine. Je sais, Sandrine, la voix de Nicolas était lasse. Mais il n'y eut aucune protestation. Aucune défense pour la femme qui avait passé 30 ans à faire des doubles gardes à l'hôpital pour s'assurer qu'il ne manque jamais de rien. Mais où ira-t-elle? Elle va détester les EHPAD publics. Elle y sera en sécurité, a rétorqué Sandrine. Ce n'est pas comme si elle avait encore besoin d'une vue sur le parc. Elle a fait sa vie. Maintenant, c'est à notre tour de vivre la nôtre sans ce prêt immobilier au-dessus de nos têtes. Elle ne fait qu'occuper l'espace, Nicolas. Un espace qui pourrait être notre avenir. Je suis resté là, appuyé contre le métal froid de la machine à laver dans le noir, sentant mon cœur se briser. Ce n'était pas seulement la cupidité. C'était la manière clinique dont il discutait de mon élimination. Je n'étais pas Evelyne, la mère qui l'avait soignée pendant ses pneumonies. J'étais un actif à liquider. J'étais un espace qui devait être libéré. J'ai réalisé alors que si je n'agissais pas, je serais prisonnière d'une vie que j'avais bâtie de mes propres mains. J'ai sorti mon smartphone, je l'ai plaqué contre la porte et j'ai laissé l'enregistrement numérique capturé. La mort de ma relation avec mon fils.
Le lendemain matin, je n'ai pas préparé mes habituelles crêpes au sucre. Je n'ai pas proposé de porter les vêtements de Sandrine au pressing ni de repasser les chemises de Nicolas. Je suis allé directement au cabinet de maître Jean-Pierre Lefebvre, un vieil ami de mon défunt mari et l'avocat immobilier le plus efficace de la région. Evelyne, on dirait que tu sors d'une guerre, a dit Jean-Pierre en se levant pour me tirer une chaise dans son bureau boisé. Je suis sur le point d'en commencer une, Jean-Pierre, ai-je répondu. Je lui ai fait écouter l'enregistrement. Le visage de Jean-Pierre est passé par une douzaine d'émotions, le choc, la pitié et enfin une colère froide et professionnelle. C'est un abus de faiblesse en préparation, Evelyne, a-t-il dit en se penchant sur son bureau en acajou. Il cherche un mandat de protection pour liquider tes biens afin de couvrir les pertes de Nicolas dans ses investissements foireux en crypto. J'ai vu ce scénario 100 fois, mais d'ordinaire, les enfants attendent que le parent soit réellement dépendant avant de commencer à dépecer la carcasse. Ils t'ont sous-estimé. Je veux partir. Jean-Pierre, ai-je chuchoté, ma voix tremblante mais ma résolution dure comme le fer. Je veux vendre la maison avant qu'il ne puisse toucher à une seule brique. Je veux que l'argent soit placé là où ils ne pourront jamais le trouver. Pouvons-nous le faire vite? Pouvons-nous le faire sans qu'ils le sachent? Jean-Pierre s'est adossé à son fauteuil, tapotant un stylo contre ses dents. Le marché dans ce quartier est en pleine ébullition. J'ai un client, une association à but non lucratif qui loge des anciens combattants en réinsertion. Ils ont les fonds disponibles et cherchent une propriété exactement comme la tienne. Ils ne se soucieront pas des meubles ou du drame familial. Ils veulent une vente rapide. Mais Evelyne, écoute-moi bien. Une fois que tu auras signé ces papiers, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu laisseras tes souvenirs derrière toi. Les souvenirs ne vivent pas dans les lattes du plancher. Jean-Pierre, ai-je répliqué. Ils vivent dans le cœur, et en ce moment, mon cœur a besoin d'un nouveau quartier. Préparez les documents. Je veux une vente. Flash. Pas de panneau dans le jardin, pas d'annonce publique, juste une rupture. Net. Vivre avec eux pendant les 2 semaines suivantes a été une leçon de guerre psychologique. Je devais être l'Evelyne qu'ils attendaient, vulnérable, un peu distraite et facilement influençable. Chaque soir au dîner, Sandrine faisait glisser des brochures brillantes pour des résidences seniors sur la table, sa voix dégoulinant d'un miel artificiel qui me soulevait le cœur. Regarde. Celle-ci en centre-ville, Evelyne. Ils ont un club de tricot merveilleux et une navette qui va au centre commercial 2 fois par semaine. Ne serait-ce pas agréable de ne plus avoir à se soucier des courses ou du robinet qui fuit dans la salle de bain des invités? Ça a l'air très calme, disais-je, laissant ma main trembler juste assez en attrapant mon verre d'eau. Je m'assurais de laisser mon regard errer, faisant semblant de peiner à suivre la conversation. Le calme, c'est exactement ce dont tu as besoin à ton âge, maman, ajoutait Nicolas. Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux, alors il se concentrait sur son entrecôte, celle que j'avais payée avec ma pension de retraite. La maison est un fardeau. C'est trop pour une seule personne. Nous voulons juste te voir installé avant que. Enfin, avant que les choses ne deviennent plus difficiles. Je les regardais échanger des regards satisfaits par-dessus leur verre de vin. Ils avaient tellement soif de mon déclin qu'ils commençaient à l'imaginer. Ils étaient si sûrs de leur victoire qu'ils avaient cessé d'être prudents. Sandrine a commencé à mesurer les fenêtres du salon pour de nouveaux rideaux alors que j'étais assise juste là. Son père est même venu un samedi pour inspecter l'état de la charpente et de la cave. Ils étaient déjà en train de rénover ma vie alors que j'y respirais encore. Je les ai laissés savourer leur fantasme. Chaque fois que je ressentais un élan de culpabilité, j'allais dans la salle de bain, je verrouillais la porte et j'écoutais cet enregistrement sur mon téléphone.
La vieille ne fait qu'occuper l'espace. Ces mots étaient mon armure. Ils me tenaient chaud quand la maison me semblait glaciale de trahison. J'étais un fantôme dans mes propres couloirs, mais un fantôme avec un secret. Très coûteux. Pendant qu'il dormait, je récupérais mon histoire. Chaque soir, après minuit, quand la maison tombait dans un silence pesant, j'emballais discrètement les objets qui comptaient vraiment. Je ne voulais pas de la lourde table en chêne ou des canapés en cuir. Ce n'étaient que des objets. J'ai emballé les édredons cousus main que ma mère avait fait, le dé à coudre en argent de ma grand-mère et les liasses de lettres que mon mari m'avait envoyées pendant ces années dans la marine. J'ai déplacé les cartons dans le coffre de ma voiture, sous le couvert de l'obscurité, et je les ai déposés dans un petit garde-meuble que j'avais loué 2 villes plus loin sous mon nom de jeune fille. C'était un travail épuisant pour une femme de 67 ans, mais l'adrénaline de la mission m'empêchait de ressentir la douleur dans mes articulations. Je me sentais comme une espionne dans un vieux film de la guerre froide, me déplaçant dans les ombres de la maison que j'habitais depuis 4 décennies. Une nuit, Nicolas m'a surprise dans le couloir. Je serrais une petite boîte en bois contenant mon alliance et les médailles de mon défunt mari. « Maman, qu'est-ce que tu fais? Debout? Il est presque 4 heures du matin, a-t-il dit en plissant les yeux contre la faible lumière du couloir. Je n'arrivais pas à dormir, mon chéri, ai-je dit, prenant mon air le plus confus et le plus sursautant. J'ai cru entendre un bruit au grenier. Je cherchais juste la lampe de poche. Il a soupiré, un air d'agacement profond traversant son visage. Il n'y a pas de bruit, maman. C'est juste la maison qui travaille. Retourne te coucher. Tu te mets encore dans tous tes états pour rien. C'est pour ça que nous inquiétons de te savoir ici toute seule. Il ne m'a pas proposé de m'aider à retourner dans ma chambre. Il n'a pas demandé si j'allais bien. Il voulait juste que je dégage du couloir pour ne pas troubler son repos. Il est retourné dans sa chambre et je suis resté là, dans le noir, serrant la boîte contre ma poitrine. Il ne réalisait pas que je n'étais pas en train de perdre la tête, j'étais en train de la reconquérir, carton après carton. Je lui laissais la carcasse de la maison, mais Jean emportait l'âme avec moi. Le jour de la vente officielle était un vendredi. J'ai dit à Nicolas et Sandrine que j'allais à une réunion de mon club de seniors pour m'éloigner de la maison. En réalité, j'ai rejoint Jean-Pierre à la banque. Le hall climatisé me semblait être un sanctuaire. Le processus a été étonnamment clinique pour quelque chose d'aussi monumental. Quelques signatures, une empreinte, et une épaisse enveloppe bleue de documents légaux qui me dépouillaient officiellement de mon passé. Quand le virement a enfin atteint mon compte, j'ai senti un poids physique quitter ma poitrine. 480 000 euros. C'était une fortune bâtie sur 40 ans de sueur, de garde à l'hôpital et d'une vie frugale. Maintenant, c'était liquide. Mobile et entièrement à moi. Personne ne pouvait y toucher sans ma signature. Quel est le plan maintenant, Evelyne, a demandé Jean-Pierre alors que nous sortions sous le soleil éclatant de l'après-midi. Tu as l'argent, mais tu n'as plus de toi. Je vais rentrer chez moi et leur annoncer la nouvelle, ai-je dit, ma voix plus ferme qu'elle ne l'avait été depuis des années. Tu veux que je t'accompagne? Nicolas a toujours été têtu. Il risque de mal réagir au choc. Surtout si ses finances sont aussi mauvaises que je le soupçonne. Non. Ai-je dit en secouant la tête fermement. C'est quelque chose qu'une mère doit faire seule. Je l'ai élevé pour qu'il devienne un homme, Jean-Pierre. J'ai échoué sur ce point, apparemment. Mais aujourd'hui, je vais lui montrer à quoi ressemble une vraie femme quand elle en a enfin assez d'être traitée comme un paillasson. Je suis rentré lentement, savourant les virages familiers du quartier pour la toute dernière fois. J'ai vu le parc où Nicolas avait fêté son premier anniversaire. J'ai vu l'épicerie où j'avais acheté des milliers de litres de lait au fil des ans. C'étaient les jalons d'une vie bien remplie, mais j'ai
Réaliser qu'un foyer n'est pas un bâtiment. C'est la paix que l'on ressent à l'intérieur de soi, et il n'y avait plus de paix pour moi dans cette maison. Je me suis garé dans l'allée juste au moment où la voiture de Nicolas arrivait. La confrontation finale était enfin là. La scène dans l'allée n'était que le début de la tempête. Une fois à l'intérieur, l'atmosphère est devenue toxique. Nicolas m'a suivi dans la cuisine, ses bottes claquant bruyamment sur le parquet que j'avais ciré quelques jours auparavant. Tu ne peux pas faire ça, maman. Nous avions un accord verbal. J'ai déjà dit à mes créanciers que nous utilisions cette maison comme garantie pour ma nouvelle entreprise. Si cette vente est réelle, je cours à la faillite. Tu me ruines. Je me suis tourné vers lui, m'appuyant calmement contre le comptoir en granit. Quel accord, Nicolas? Celui où toi et Sandrine m'envoyaient dans un mouroir public pour payer tes dettes. De jeu déguisé en investissement, ou celui où tu me traites comme une locataire qui a dépassé son temps de séjour dans sa propre maison. Il s'est figé, la bouche bée. La colère dans ses yeux a été lentement remplacée par une peur vacillante et désespérée. Comment as-tu? Je vous ai entendu, Nicolas. J'ai entendu chaque mot sur la vieille qui occupe l'espace. Je l'ai enregistré. Chaque mot de votre plan pour me dépouiller de ma dignité. Afin que tu puisses continuer à jouer les grands entrepreneurs. Sandrine est entrée, le visage pâle comme la mort. Evelyne, tu sors les choses de leur contexte. Nous discutions simplement du pire des scénarios. Nous inquiétions pour ta santé. Ne commence pas, ai-je dit en levant une main tranchante. Le temps des mensonges est révolu. J'ai vendu la maison à une association d'anciens combattants. Ils arrivent à midi pour changer chaque serrure de chaque porte. Vous avez 90 minutes pour sortir vos affaires. Tout ce qui restera sera donné à l'association ou envoyé à la décharge. J'ai déjà appelé un service de débarras pour les gros meubles. 90 minutes? A hurlé Sandrine, perdant enfin toute contenance. C'est illégal. Tu dois nous donner un préavis de 30 jours. Nous avons des droits. Vous n'êtes pas des locataires, Sandrine. Vous êtes des invités. Des invités qui ont abusé d'eux. L'accueil et trahi leur hôte. Et si vous voulez discuter de la légalité du préavis, nous pouvons appeler la police. Ils ont déjà été briefés. Les 90 minutes suivantes furent un tourbillon de mouvements frénétiques et de révélations laides. C'était la justice, mais une justice désordonnée et douloureuse qui laissait un goût amer. Sandrine jetait des vêtements dans des valises coûteuses, sanglotant bruyamment sur sa réputation et ses pauvres parents qui s'appuyaient sur ce projet. Nicolas essayait de négocier, sa voix tombant dans un ton bas et suppliant qui me rappelait l'enfant qu'il était quand il essayait d'éviter une punition. Maman, s'il te plaît. Donne-nous juste une semaine. Je trouverai un moyen d'arranger les choses. Je m'excuserai. Je ferai en sorte que Sandrine se tienne bien. Je te le promets. Ne me fais pas ça devant tout le quartier. Ce n'est pas une question d'excuse, Nicolas, ai-je dit, en le regardant plier un pull de marque. C'est une question de confiance. Tu ne voulais pas seulement ma maison. Tu voulais m'effacer alors que j'étais encore debout. Tu voulais me ranger dans une boîte et m'oublier pendant que tu profitais des fruits de mes 40 ans de labeur. Je peux pardonner une erreur, mais je ne peux pas pardonner la façon dont tu m'as regardé comme si j'étais déjà un cadavre. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, le seul meuble que Jean-Pierre avait organisé pour faire transporter dans mon nouveau logement, et je les ai regardés vider la maison. Ils ont pris la télé, le micro-ondes, même les serviettes d'invités sophistiquées que Sandrine avait insisté pour acheter. Je m'en moquais. Laissez-les prendre les objets. Il emportait le désordre et l'énergie toxique hors de ma vie. À midi pile,
une grande camionnette avec le logo de l'association s'est garée dans l'allée. 3 hommes en uniforme sont sortis, l'air professionnel et discipliné. Ils ont regardé la scène, les valises. Sur la pelouse, les cris, le visage baigné de larmes de Sandrine, puis ils m'ont regardé avec respect. Madame Vance, a demandé le responsable en touchant sa casquette. Les clés sont sur la table de l'entrée, ai-je dit en me levant. Pour la dernière fois dans cette maison. Et la maison est à vous. C'est une bonne maison. J'espère qu'elle servira bien vos hommes. Je suis parti de cette impasse avec rien d'autre qu'une seule valise sur mon siège arrière et mes cartons dans mon garde-meuble. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je savais exactement ce que je laissais derrière moi, un fils qui avait échangé sa conscience contre un chèque et une belle-fille qui n'avait jamais compris le sens du mot famille. J'ai séjourné dans un hôtel de Luxley. Première nuit, un endroit avec un service d'étage 24h24 et une vue imprenable sur la ville. J'ai passé mes journées avec Jean-Pierre à finaliser les détails d'un compte protégé. L'argent a été investi de manière prudente pour me garantir un revenu mensuel généreux pour le reste de ma vie. Quand je ne serai plus là, le reste ira à une bourse d'études pour les étudiants infirmiers issus de milieu modeste. J'ai trouvé un petit cottage baigné de soleil à 3 heures. De là, niché dans une ville où l'air sent le sel et le pain. Il possède une véranda qui fait face aux montagnes et une cuisine juste assez grande pour qu'une personne puisse cuisiner une tarte parfaite. C'est calme. Pas le calme dont Sandrine me menaçait, mais le calme paisible d'une vie qui est enfin véritablement la mienne. Nicolas a essayé d'appeler, bien sûr. Il a laissé des dizaines de messages vocaux, son ton alternant entre une colère noire et un désespoir pathétique. Il m'a dit qu'il vivait dans un motel exigu. Il m'a dit que les parents de Sandrine étaient repartis dans leur région d'origine dans un accès de rage. Il m'a dit qu'il était désolé, encore et encore. J'ai écouté chaque message une fois, je les ai enregistrés pour ma sécurité juridique, puis je les ai supprimés. Je ne le détestais pas. J'ai juste réalisé que je ne pouvais plus être sa mère si cela signifiait être sa victime. J'avais accompli mon devoir. Je lui avais donné les racines pour grandir, mais il avait essayé d'étouffer les miennes. La justice consistait à le laisser affronter le vent froid du monde. Sans mon manteau pour le protéger. Cela fait 6 mois que j'ai remis ses clés. Les hortensias bleues de mon nouveau cottage commencent à fleurir d'une nuance d'azur brillante et défiante. Je passe mes matinées à faire du bénévolat dans une clinique locale et mes après-midi à lire sur la véranda. Parfois, je pense à la maison dans cette vieille rue ombragée. J'espère que les anciens combattants trouvent la paix qu'ils méritent entre ces murs. J'espère qu'ils apprécient les fondations solides et la façon dont le soleil frappe le coin petit déjeuner à 4 heures de l'après-midi. Les gens en ville me demandent si je regrette d'avoir été si dur avec mon propre fils. Ils disent que l'amour d'une mère devrait être un sanctuaire sans fin, quel qu'en soit le prix. Mais j'ai appris qu'un sanctuaire n'est pas un endroit où l'on se laisse démanteler. Un sanctuaire est un lieu bâti sur le respect mutuel et la vérité. Si vous ne protégez pas vos propres limites, vous n'avez plus rien à offrir au monde. Je pensais autrefois que mon héritage serait la maison physique que je laisserais à mon fils. Je pensais qu'un acte de propriété était la preuve ultime d'amour. Maintenant, je sais que mon véritable héritage est la force que je lui ai montrée en disant non, en refusant d'être sa victime. Je lui ai donné la seule chose dont il avait vraiment besoin pour devenir un homme, la réalité des conséquences. Il doit construire sa propre vie maintenant, brique après brique. Douloureuse, tout comme je l'ai fait il y a 30 ans. Quant à moi, je ne fais pas qu'occuper l'espace, je m'y épanouis. J'ai découvert qu'à 67 ans, le monde est encore vaste. L'air est encore doux, et la vue la plus magnifique est celle que l'on contemple quand on arrête enfin de regarder en arrière vers ceux qui ne
Voulez pas vous voir avancer. Je suis Evelyne. Je suis veuve, infirmière. Retraitée et une femme qui connaît enfin sa propre valeur. Et pour la première fois de ma longue vie, je suis exactement là où j'ai toujours été censé être. Libre.